Si vous vous intéressez de près ou de loin à l'univers des avions de combat, vous n'avez pas pu échapper à un terme qui fait office de référence aujourd'hui, et ce, en tous les médias, des plus mainstream, plus spécialisés. Ce terme, ce mot, c'est génération. On entend parler d'avions de 5e génération depuis près de 20 ans, et maintenant, on va nous inonder du terme de 6e génération, et pourtant, cela n'a, littéralement, aucun sens. Dans cette vidéo, je vais essayer de tordre le cou à ce qui est devenu un outil rhétorique marketing extraordinairement bien fichu et qui, de par sa simplicité, nous interdit de penser. Oui, je le répète, utiliser ce terme, c'est prendre un raccourci qui paraît extrêmement facile à utiliser, mais qui nous fait tomber dans un piège, celui de la facilité et de l'impossibilité de penser à un problème bien trop complexe, à l'heure de TikTok, des stories, des caractères limités de feu Twitter ou des shorts YouTube. Le terme génération est à l'aviation ce que les termes wokistes et fascistes sont à la politique, et qui permettent aux simplets de tous extrêmes de pouvoir préjuger ceux d'en face en interdisant construction de pensée critique, un tant soit peu complexe. Dans la même idée, beaucoup de mots qui font le buzz sont utilisés à tort et à travers, comme ceux qui appartiennent au monde informatique dans lequel je travaille encore, lorsque l'on entend par exemple les mots cloud ou big data, ou encore IA ou intelligence artificielle. Ce sont des termes qui ne veulent strictement rien dire et que les gens acceptent de ne pas comprendre. Ainsi, comme un hamburger servi avec une viande de piètre qualité, sans goût, on lui rajoute un peu de sauce dont on préfère ne pas savoir ce qu'elle contient, mais qui satisfait tout le monde. Enfin, beaucoup de monde. Pourquoi cette vidéo maintenant ? Eh bien, à l'heure où j'écris le script de cette vidéo, tout le monde parle des 2 nouveaux chasseurs de 6e génération que les Chinois viennent de laisser fuiter. China has unveiled its groundbreaking 6th generation stealth fighter. China's leap in aviation. The internet is abuzz with news and videos of an alleged 6th gen fighter, maybe bomber, flying recently. Today marks a monumental event in the world of defense technology. China's 6th generation fighter jet has reportedly taken to the skies for its maiden flight. Reports emerged of 2 separate 6th generation prototypes taking to the skies for their first flights. On parle aussi beaucoup de l'après-Rafale, du SCAF franco-hispanico-allemand qui se meurt, du GCAP britannico-italo-japonais qui se cherche, tout comme le NGAD de l'US Air Force d'ailleurs, pendant que celui de l'US Navy prend de l'élan. Tous ces avions ont en commun d'être catégorisés dans des avions dits de 6e génération, alors que nous avons les avions en cours de développement comme le Ka-an turc ou le Ka-21 coréen, qui eux sont de 5e génération et qui vont pourtant arriver en service plus de 20 ans après le F-22, premier de son genre. Tout cela n'a aucun sens. Je vais vous faire un brin d'histoire en fouillant dans les archives, histoire de tenter de retracer l'invention de ce terme et de son usage jusqu'à aujourd'hui. Comment un simple mot est-il devenu le symbole absolu de tout ce qu'il ne faut pas faire quand on parle d'un sujet aussi complexe que celui des avions de combat ? Il faut donc un véritable travail d'historien pour trouver les prémices de l'usage du terme « génération » lorsque l'on parle des avions de combat. Beaucoup de publications d'intellectuels américains liés au milieu de la défense nous éclairent sur le contexte dans lequel le terme « génération » était employé et l'usage qu'ils en faisaient. Parmi les dizaines de travaux consultables, on peut citer le très intéressant World Combat Aircraft Inventories and Production, 1970-1975, document confidentiel à destination des agences gouvernementales et publié en 1974 par le Arms Control Project au sein du MIT, ou encore une thèse publiée en 1995 au sein de l'Illinois State University, intitulée The New Wall Street, Fighter Upgrades and What They Mean for the US Air Force. Dans ces 2 travaux, le terme « génération » est utilisé pour décrire la réalité, la situation du moment telle qu'observée par leurs auteurs, et sert d'outil pour établir une classification. C'est ainsi que les auteurs créent des ensembles cohérents de modèles d'avions de combat, qu'ils séparent ensuite en fonction de certains critères. Des évidences émergent
comme le fait qu'une nouvelle génération d'avions remplace une ancienne, ou que les caractéristiques comparables permettent également de grouper ou dissocier des modèles d'avions entre eux. Mais à ce moment-là de l'histoire, il n'existe pas de convention commune qui fait consensus au sein des commentateurs pour définir précisément ce qu'est une génération, ni l'établi de classement comme on peut le voir aujourd'hui. Si le terme génération est utilisé dans le même but et avec des méthodes similaires dans les deux publications, et ce afin d'appuyer le développement d'une idée, les caractéristiques choisies ne sont pas les mêmes. Ainsi, le classement est très différent. Curieusement, ce sont les travaux publiés en 1974 qui sont plus proches de la classification actuelle, avec une première génération sélectionnée parmi les productions d'avions post-Seconde Guerre mondiale, et qui se termine par les futurs avions de 4e génération, que seront les F-14 et F-15, sur le point d'entrer en service. Sur la publication de 1995, l'auteur démarre la classification en incluant les avions post-1939 et inclut d'autres caractéristiques et sépare les premières et dernières versions de certains appareils dans 2 générations distinctes. Mirage 3 et MiG-21 se retrouvant à la fois dans la 4e et 5e génération. En 1998, dans une thèse voulant défendre la pertinence du F-22 pour maintenir la domination aérienne, Day John W. fait mention d'autres avions de 5e génération qui vont entrer en production, l'Eurofighter Typhoon ou 2 variantes du Sukhoi 27, le Sukhoi 30 et le Sukhoi 35. En comparaison, un article de Air Force Magazine, titré The 6th Generation Fighter, publié en octobre 2009, dont la classification est au cœur même du développement, la définition et le nombre de générations n'est plus le résultat d'une observation. La classification en génération est désormais considérée à la fois comme un fait historique et comme une convention qui fait consensus. Une génération n'est plus seulement qualifiée par le fait qu'un type d'avion plus récent en remplace un plus ancien, mais seulement du fait de ses caractéristiques propres, attachées par défaut à cette convention. Utilisé jusqu'alors comme un qualificatif né d'une observation, l'usage du terme « génération » a commencé à devenir un qualificatif qualificatif. En quelques années, ce n'est plus l'avion qui fait la génération, mais la génération qui fait l'avion. On peut retrouver les prémices de ce changement de paradigme dans un document de Lockheed Martin Aeronautics, publié en novembre 2000 sous le nom de Affordable Stealth, qui, même s'il ne mentionne pas une seule fois le terme de 5e génération, insiste sur les caractéristiques propres au F-22 qui permettent à l'US Air Force de garder sa supériorité. Les caractéristiques sont les suivantes: faible signature, radar et infrarouge, super croisière, agilité, avionique avancée permettant une meilleure appréciation situationnelle et haut taux de disponibilité. En 2001, un article de Air Force Magazine est un des premiers à employer 2 termes qui ont fait beaucoup d'heureux du côté des services de communication de Lockheed Martin: véritable avion de 5e génération et avion de génération 4.5. En raison du niveau de menace opposé à la supériorité aérienne américaine, par des avions extrêmement récents qui vont rentrer en service, comme les Typhoon, Rafale ou Sukhoi 35, tous supérieurs au F-15, le F-22 est le véritable avion de 5e génération à entrer en service et sera le seul pour les 20 prochaines années. Cette description met les commentateurs face à un dilemme. S'il est incontestable que l'entrée en service de la flotte de F-22 constitue sa 5e génération d'avions de supériorité aérienne, un choix vient d'être fait, celui d'associer au numéro 5 une absolue supériorité. Il n'est donc plus possible de pouvoir qualifier les avions qui pourraient devenir des opposants comme étant de 5e génération, et c'est ainsi qu'est née la nécessité de créer des paliers intermédiaires. Dans le contexte américain dans lequel l'article a été écrit, et dans lequel les officiers de l'US Air Force ont été cités, le parti pris, bien qu'opposable, s'assoit néanmoins sur une certaine logique. À partir de ce moment, le terme de 5e génération n'est plus associé aux avions ayant remplacé la 4e génération. Il ne s'agit non plus seulement d'une liste de caractéristiques associées à la 5e génération. Nous parlons dès lors d'un terme purement qualitatif. Un avion de 5e génération est tout simplement supérieur à un avion de 4e génération. Cette simplification, usitée par les services de communication, repousse la qualité des débats jusqu'à l'absurde, mais permet désormais d'imposer une pensée simple qui sert un discours rodé. Là se trouve une des plus grandes armes de la 5e génération. De quelle génération sont les avions actuels ? C'est une question délicate.
Dans le passé, les performances dynamiques des avions étaient intimement liées à leur développement. Selon la catégorisation couramment admise des avions des 4 premières générations, chacune d'entre elles surpasse nettement la précédente en termes de conception structurelle. Mais depuis la 4e génération, et discrétion aux ondes électromagnétiques mises à part, furtivité électromagnétique et infrarouge, c'est principalement l'avionique qui marque le pas dans l'évolution des avions. S'il est incontestable qu'un Rafale soit supérieur à un Mirage 2000, un F-22 soit supérieur à un F-15 ou un Super Hornet vis-à-vis d'un Hornet, la supériorité est désormais moins le fait de sa capacité de manœuvre que de la capacité de leur système d'armes à appréhender leur environnement tactique, à détecter et à traiter leurs cibles en premier. Pour appuyer l'exemple, il suffit d'équiper des avions de 4e génération avec une avionique moderne, et les voilà devenus des avions capables de disputer la supériorité aérienne avec n'importe quel autre appareil. C'est ainsi qu'un F-16 Block 80, qu'un Mirage 2000-9 n'ont plus rien en commun avec les premières versions sorties à la fin des années 70 et au début des années 1980. Les avions n'étant plus limités par les capacités de leurs cellules, mais par celles de leur système. Si le programme Eurofighter semble évoluer lentement, empêtré dans les affaires d'une coopération multinationale complexe, dont les budgets des pays l'ont mis en concurrence avec le F-35, le constat est tout autre pour d'autres avions. C'est le cas de la France, dont le pari a par exemple été fait sur le Rafale en le dotant d'une architecture complètement modulaire et évolutive qui permet une amélioration quasiment sans limite, et sans avoir besoin de développer un tout nouvel appareil ou de nouveaux standards à partir de zéro. Le standard F4 du Rafale offre des capacités très supérieures aux premières versions de l'appareil. L'avion est censé rester opérationnel jusqu'en 2060 et restera produit certainement jusqu'à l'arrivée de son successeur. Les différents standards s'enchaînant, qui peut prédire quelles capacités seront atteintes par l'avion en 2030 ? Sera-t-il inférieur au F-35 ? Selon quels critères ? Et quelles seront également les capacités du F-35 dans 20 ans ? Ou les nouvelles versions du F-15, ainsi que tous les avions actuellement en développement ? Leur très longue genèse et leur encore plus longue durée de vie font que les équipements sont et seront plusieurs fois remplacés durant leur très longue vie opérationnelle. Si l'apparition des générations précédentes offrait un saut capacitaire incontestable, il faut composer aujourd'hui avec des améliorations incrémentales. À ce jour, aucune brique technologique ou capacitaire n'a été clairement identifiée, ce qui obligerait à court terme le développement d'un avion radicalement différent. C'est pourquoi, aussi bien dans le cadre du programme de développement du Tempest britannico-italo-japonais, que dans le SCAF franco-germanico-espagnol, il n'est plus seulement question d'avions de combat, mais de systèmes de systèmes. Certes, le développement d'une nouvelle cellule et de nouveaux moteurs est indispensable. Premièrement, pour profiter des évolutions technologiques apportées depuis, mais aussi pour maintenir la capacité des bureaux d'études à développer de nouveaux moteurs. Un nouvel appareil permettra de s'affranchir de certaines limites à l'utilisation de systèmes qui consomment de plus en plus d'électricité, qu'il faut produire, mais dont il faut également dissiper la chaleur induite. À moins d'axer le futur de l'aviation de combat dans des domaines inaccessibles aux avions actuels, comme par exemple une évolution dans la très haute atmosphère, voire à la limite de l'espace, ou des vitesses de croisière hautement supersoniques, voire hypersoniques, ou alors à l'utilisation de lasers de combat qui demanderaient une génération de puissance électrique inatteignable actuellement, il n'est aucun système qui nécessite le développement d'un tout nouvel avion de combat. C'est pourquoi il est déjà prévu que les nouveaux systèmes développés pour le SCAF soient considérés comme des briques dont l'avion n'est qu'un effecteur. Les Rafales, et peut-être les Typhoon allemands, en seraient dotés. Ainsi, et même si un SCAF aura indubitablement des capacités relativement supérieures aux Rafales, même modernisées, qui pourrait parler de nouvelles générations d'avions de combat, alors que le nouvel avion en question ne serait qu'une brique parmi d'autres, dans un ensemble sans lequel il n'aurait aucune pertinence. En mettant de côté tout ce qui vient d'être décrit sur la difficulté de définir précisément ce qu'est une génération, et même en revenant au discours simpliste, il n'existe pas aujourd'hui de définition claire sur ce que seraient les capacités d'une aviation de combat de 6e génération. Si des chantiers sont aujourd'hui déjà ouverts, ils sont essentiellement prospectifs et de l'ordre de la science-fiction. Cela peut se comprendre, car personne n'a encore défini à quoi ressemblera le futur champ de bataille dans la 3e dimension. C'est une des raisons d'ailleurs pour laquelle l'US Air Force a mis en pause le développement du NGAD. Le développement du F-35 n'est pas encore terminé et le conflit en Ukraine rabat complètement les cartes d'un conflit d'haute intensité.
Surtout, il serait dangereux d'établir un cahier des charges à la seule lumière de ce conflit, car les futurs conflits pourraient se dérouler ailleurs, dans un contexte complètement différent, avec des acteurs très différents comme Chine par exemple. La méfiance doit donc être à l'ordre du jour lorsque sont évoquées des évolutions possibles. Au plus, il est quasiment acquis que le futur avion de combat sera ultra connecté, ce qui est l'évolution qu'a emprunté le champ de bataille depuis l'avènement de la radio jusqu'à l'usage systématique de la liaison 16, avec des nœuds de détection et de communication que sont les AWACS. Le programme F-35 a porté beaucoup d'attention sur la communication intra-patrouille, permettant l'ouverture à de nouvelles tactiques de combat. Naturellement, l'évolution des communications, des réseaux et des moyens de traitement de l'information vont permettre le traitement de quantités de données dans un volume qui rendront les capacités de calcul des ordinateurs embarqués actuels semblables à de vulgaires calculatrices. La discrétion électromagnétique sera sans aucun doute améliorée, ainsi que la fusion de données, l'intégration tactique dans le champ de bataille aussi bien aérien que naval et terrestre, voire spatial. Les senseurs actifs, aussi bien que passifs, vont connaître des améliorations technologiques déjà en partie identifiées. Au niveau des armements, les lasers de puissance devraient pointer le bout de leur faisceau dans les très prochaines décennies. Dans les domaines qui nécessitent une véritable rupture technologique, comme les très hautes vitesses et altitudes dans le domaine de vol, nous assistons à une certaine forme d'attentisme. Le premier pays qui sera capable de défricher ces domaines de vol devra trouver des solutions inédites et supporter un coût de développement faramineux. Mais si là où les solutions deviennent réalistes, alors tous les ennemis et ou concurrents devront le rattraper, sans quoi une armée pourrait être en mesure d'évoluer dans un milieu sans être inquiétée par des menaces devenues obsolètes. NGF, SCAF ou Tempest en Occident, mais aussi le développement des avions russes ou multiples programmes asiatiques, semblent démontrer que ces modèles de rupture ne seront pas prêts pour la prochaine génération. D'un point de vue historique ou pragmatique, évoquer la classification des générations d'avions de combat aujourd'hui n'a plus vraiment de sens. On pourrait dire que les mêmes avions restent et ne se ressemblent plus. Qui aurait pu dire que le vénérable F-16, dont les premières versions sont rentrées en service à la fin des années 70, serait toujours pertinent et produit jusqu'en 2024, 48 ans après son premier vol? Les différents blocs ont connu des évolutions majeures au point qu'on pourrait envisager qu'un seul et même avion pourrait correspondre aux caractéristiques de 3 générations différentes d'avions de combat. Les avions actuellement en production sont promis un avenir certainement au moins aussi long, c'est-à-dire à quel point il ne faut pas être pressé de voir arriver de nouveaux avions de combat, dont le numéro de génération n'aura alors peut-être plus grand intérêt. Le F-35 est meilleur car il est de 5e génération, alors que les autres avions ne sont, au mieux, que de génération 4,5. C'est ce discours simpliste que vous pourrez entendre et lire dans de nombreux articles, médias et discours de politiciens qui ne sont pas forcément compétents dans ce domaine. Ce discours simpliste s'est imposé comme une réalité. Il est difficile de combattre. Parce que répété 1 million de fois, il est devenu en soi une réalité inattaquable. Une réalité faussée, bâtie comme un bastion dont les pierres sont des mensonges 1000 fois répétés. Les murailles peuplées par ceux qui, par manque de connaissances, préfèrent utiliser cette arme sans savoir. Ils promeuvent sans le savoir une idéologie dont ils se font les porte-paroles. Les F-22 et F-35 sont-ils meilleurs que les Rafale, Typhoon et Gripen parce qu'ils sont de 5e génération et pas les autres? Non. Oui, certainement, le F-22, de par ses caractéristiques, est un avion de combat formidable et permet à l'US Air Force de disposer d'un avion dont la supériorité aérienne est relativement peu discutable. Mais moins parce qu'il est de 5e génération que grâce à ses caractéristiques propres, qu'il ne partage d'ailleurs pas avec le F-35. Le F-35 n'est pas véritablement capable de supercroisière et sa discrétion radar est moindre par rapport au Raptor. Vous remarquerez d'ailleurs que je ne parle pas de furtivité, car ça aussi c'est un mot valise assez vicieux, et si ça vous intéresse, j'y reviendrai dans une prochaine vidéo. Le F-22, lui, ne dispose pas de la conscience situationnelle du F-35. Enfin, quand elle fonctionne. Le Lightning II, avec tous ses capteurs passifs à 360 degrés et sa communication intra-patrouille, agit à lui seul comme un mini-AWACS projeté. Mais toutes ces caractéristiques, mis à part la discrétion électromagnétique passive, peuvent tout aussi bien être intégrées dans des avions de 4e génération. C'est d'ailleurs le cas pour bien d'entre elles sur le Rafale ou d'autres avions déjà en service. Ainsi, lorsque la discrétion électromagnétique, ou furtivité, vous suivez, donc lorsque cette discrétion électromagnétique sera annihilée par des capacités de détection améliorées, qu'elles soient passives ou actives,
Que restera-t-il aux avions dits de 5e génération par rapport aux autres? S'il est faux de dire qu'un avion de 5e génération est supérieur en tant que tel à un avion de 4e génération, il est par contre vrai de dire que les F-22 et F-35 sont des avions de 5e génération dans l'inventaire américain, tout simplement parce qu'ils remplacent des avions de 4e génération. Enfin, même encore là, ce n'est pas très clair car l'US Air Force commande encore des avions de 4e génération comme le F-15, qui n'a d'ailleurs plus vraiment rien en commun avec les précédentes versions. La seule chose que l'on peut dire, c'est qu'un nouvel avion sera de nouvelle génération, tout simplement parce qu'il remplace celui qu'il précède. Et c'est tout. En conclusion, il faut accepter de ne pas savoir. Il faut accepter de ne pas comprendre, c'est la base de l'humilité. En se rabaissant à utiliser de tels termes réducteurs, vous accepterez au contraire l'idée que vous comprenez quelque chose et que vous maîtrisez un sujet que vous savez pourtant ne pas maîtriser. Aujourd'hui, pratiquement tous mes collègues utilisent ce terme à tort et à travers parce que vous voyez ma petite dame, les gens y comprennent. Eh bien non, ils croient comprendre seulement. On leur ment tout en se mentant premièrement à soi-même. J'espère que je serai entendu. Je suis une petite voix dans le désert qui s'offusque pour des choses peut-être pas si importantes que ça, mais dans le contexte du journalisme aéronautique, les lecteurs et auditeurs passionnés attendent qu'on développe une information de qualité. Une information qui instruit, non qui détruit et désinforme.